L'Europe, sur une affaire pareille, est-ce qu'elle a un consensus? Est-ce que vous pensez que M. Orban ne va pas dire bravo, il faut faire la paix? Est-ce qu'il y a un consensus entre M. Macron et M. Orban? Est-ce que l'Europe a été capable de montrer qu'elle était unie? Alors d'abord, elle-même, elle risque d'imploser au passage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aux États-Unis, très bien, M. Trump, gardez votre plan, parce que c'est nous désormais qui allons armer l'Ukraine, mais on n'en a pas les moyens. Nous sommes coupables historiquement de notre retard. Caroline Doninet, c'est ce que vous disiez, nous sommes coupables. Est-ce qu'on peut encore se réveiller? On est éjecté de la table des négociations. Il faut parler du présent. Derrière, il y a quand même la Chine. La Chine qui est une puissance phénoménale avec les États-Unis qui mettent le genou à terre devant les Chinois aujourd'hui en négociation. Vous avez des Chinois qui vont financer, qui vont aider à cette guerre en Europe. Il faut qu'on soit inquiet. Ne parlons pas du passé, parlons du présent et du futur. On s'organise, le présent et le futur, on met Caroline, en place on n'y des est pas. solutions. Mais on met en place... On n'a pas le choix aujourd'hui. Non mais où... Alors, Richard, parce que je pense qu'il y a une Au petite moins pour tribune... gagner du temps et présenter l'Ukraine dans de meilleures dispositions pour les négociations, il y a des solutions. Est-ce qu'on en a encore? C'est la question. Petit réquisitoire peut-être sur la France et sur cette Europe. Sur cette Europe, on n'est pas vraiment d'accord. Sur la France, je vous laisse la parole. Non, d'abord, l'Europe a des cartes. Il faut quand même, puisque pour employer le langage de Trump, l'Europe a des cartes en main. Elle en a vis-à-vis des États-Unis qu'elle doit jouer. Elle est importante. Donald Trump a besoin de l'Europe à plein d'égards, à commencer par les questions économiques, à commencer par la santé des géants de l'Internet américain. Je vous rappelle, c'est pas sans lien avec l'Ukraine qu'il y a un risque de bulle sur l'intelligence artificielle qui pourrait faire cracher le marché boursier. Ce que Donald Trump a impérativement besoin, c'est de relations apaisées avec l'Europe économique. Et ça, c'est une carte qu'il ne faut pas qu'il faut utiliser, qu'il ne faut pas du tout négliger. La deuxième chose, c'est que l'Europe, si elle apporte son soutien à l'Ukraine de manière vraiment tangible, ferme, ça va peser dans la balance. La grande difficulté aujourd'hui, moi j'en vois deux pour l'Europe, c'est pas tellement la division et c'est pas tellement Orban, comme le disait à l'instant Colosimo. Orban, de toute manière, il est marginalisé. Donc c'est évident que Trump comme Poutine vont essayer de le valoriser, de le mettre en avant. Mais que pèse-t-il, Orban, au sein de l'Union européenne? Il pèse rien. Le vrai souci que je vois, moi, c'est du côté de la France. C'est ici. Parce que, historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des moments géopolitiques compliqués où l'Union européenne devait se positionner, il faut que la France soit dans le cockpit. Parce que la France a cette tradition diplomatique, cette tradition d'indépendance, entre guillemets, vis-à-vis des États-Unis, qui peut permettre d'avancer. Aujourd'hui, la France Oui, mais vous est dites faible. aussi qu'on n'est pas au rendez-vous, ou alors pas souvent. On l'a été dans le passé, on l'a été sur un certain nombre de sujets, quelquefois avec retard, mais on a rattrapé le temps perdu. Je pense que sur l'Ukraine, par exemple, il faut bien reconnaître que l'Europe a été au rendez-vous. Quand la Russie a agressé l'Ukraine, l'Europe s'est ralliée. L'unité européenne a été au rendez-vous. Rappelez-vous ce qu'on prédisait il y a 2 ans, 3 ans. On prédisait que l'Union européenne quasiment se disloquerait à cause de l'Ukraine. Ça n'a pas été le cas. Elle a des cartes en main. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas dans le cockpit Emmanuel Macron, même s'il les sait, il a fait ses annonces sur les Rafales, et que la France, par son poids, par son histoire, par sa capacité d'entraînement, elle est indispensable. En tout cas, quand Donald Trump hier a décroché son téléphone pour parler à un Européen, il a parlé au chancelier Merz, celui qui réarme son pays avec des armes made in USA. Général, est-ce que ce n'est pas mettre le mouton au milieu des loups que cette réunion que l'on a appris en Suisse entre Zelensky, peut-être Trump et peut-être Poutine, ou en tout cas les émissaires des uns et des autres? Il va être bien seul. Il va être bien seul, mais bon, je pense quand même que l'équipe ukrainienne est quand même suffisamment forte pour discuter. Et c'est quand même on parle de la souveraineté de l'Ukraine, donc qu'elle soit déjà mise autour de la table des négociations, c'est déjà un point qui est quand même positif. Maintenant, est-ce que l'Ukraine va être suffisamment forte, effectivement, c'est votre question, pour résister à la pression à la fois américaine et russe? Difficile à dire. Moi, ce que j'ai entendu dans le discours de Zelensky hier, quand même, et ça a été remarqué par d'autres, c'est que quand même, il laissait une petite ouverture vers les négociations, parce que, en gros, il pose la question indirectement, est-ce qu'on va être capable de tenir encore longtemps? Et il met un peu tout le monde devant ses responsabilités. Pas nous, mais le peuple ukrainien,
l'armée ukrainienne, les partis politiques ukrainiens, il y a quand même quelques soucis actuellement aussi au niveau politique intérieur. Donc là, il y a quelque chose. Donc je ne suis pas certain qu'il ait toute la liberté d'action. Néanmoins, il est à la table des négociations. Et je pense quand même que ces 28 points dont on a parlé tout à l'heure, on ne l'a pas vu en détail, parce qu'on n'a pas enfin, je n'ai pas vu encore le schéma officiel. Hein. On a beaucoup d'éléments, mais il y a des sujets de discussion. Mais on a les 28 points. Oui, mais ils sont pas très. Il y a des moments, il y a des choses très imprécises quand on les lit. Oui. Voilà. Et si mais il y a traduction... par exemple, les garanties apportées aux États-Unis à l'Ukraine pour après, les garanties que la Russie n'attaquerait pas à nouveau, font l'objet d'un autre plan qui est à part. Vous avez vu quand même que les garanties américaines ne dureraient que 10 ans. Oui. On ne sait pas pourquoi 10 ans. On parle également des Ukrainiens. Je voudrais qu'on les écoute parce que nos équipes ce matin ont pu tendre leur micro à ces Ukrainiens sur ce plan de paix américain, sur cette pression mise par Kiev, par Washington. Écoutez-les bien. Ce que je pense des propositions de Trump, il faut accepter certaines conditions pour mettre fin à la guerre, certes, mais je ne suis pas d'accord pour réduire notre armée de moitié. Mais il faut signer cet accord avec ces 28 points, ça oui, parce que nous n'avons pas le choix, nous n'avons tout simplement pas le choix. Il n'y aura aucun accord de paix. Poutine reste campé sur ses positions. Il est parti pour une guerre. Et pour que vous compreniez, leur budget pour toute l'opération militaire spéciale est prévu jusqu'en 2030. Vous pouvez donc imaginer ce qui va se passer dans les années à venir. Ce qui arrive s'annonce plus dur que ce qu'on a déjà vécu. C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine. Vous acceptez ce plan de paix, sinon moi je continue la guerre. Ce n'est pas un problème en hommes et en matériel. On entend cette réalité pour les Ukrainiens. C'est-à-dire que cette guerre, elle a duré presque 4 ans, trop bien évidemment, et il va falloir que ça s'arrête. C'est ce que dit aussi, et vous le notiez, Général, le président Zelensky. Il y a une volonté que la guerre s'arrête depuis le début. Vous êtes attaqués de toutes parts, dans toutes les familles il y a des morts. Obligatoirement, vous voulez pas qu'on vous abandonne, évidemment, qu'il y ait une aide qui va croissant et que la guerre cesse le plus rapidement possible. Le problème, c'est la réalité. Ce plan, on ne peut pas parler d'accord puisque l'Ukraine n'a pas été consultée, on ne respecte pas sa souveraineté, est un scandale pour l'Ukraine, un scandale pour l'Europe. C'est une vraie... mise à nu, évidemment, de l'Ukraine, de ses biens, mais aussi de ses populations. Dans l'accord, on ne parle évidemment pas des populations déplacées, on ne parle évidemment pas des enfants déportés et des adultes qui ont été déportés. Si, Xavier ? Si, il y a un point qui spécifie que tous ceux qui ont été déportés rentreraient chez eux. Mais en revanche, à l'inverse, il y a une amnistie totale pour tous les crimes de guerre, pour compenser. Mais c'est prévu dans un des points. Mais là aussi, c'est une façon pour Donald Trump de fouler du pied le droit international. C'est-à-dire que la haine n'existe pas. Tous les criminels de guerre, à commencer par Vladimir Poutine, passeront au travers. Boutcha, par exemple, mais on pourrait en citer... des kilomètres. Et là, il y a de Mariupol. Là-dessus, sur ce point en particulier, incontestablement, l'Europe ne peut pas l'accepter. Ça, c'est très clair. Les Européens ne peuvent pas accepter de valider, de signer au bas de la page d'un accord de paix qui prévoirait l'amnistie complète pour les crimes de guerre. On est bien d'accord que à Trump l'inverse, n'en a les que Russes ne faire. signeront pas s'il n'y a pas l'amnistie. Alors, Trump n'en a que faire de ce droit international. On le voit chaque jour. Oui, mais pour les Européens, là, ça va être un point absolument essentiel parce que les Européens sont tous signataires de la Cour pénale internationale, sont tous impliqués et concernés par les poursuites qui sont en cours. Et vous imaginez le blanc-seing, le feu vert que ça donnerait à tous les régimes de la planète désireux d'agresser leurs voisins. Donc là, moi, je vois un nœud tout aussi important que la question militaire sur le terrain en ce qui concerne l'Europe. Ouais, on parle de déportation, crimes de guerre, Boutcha, évidemment. Je rappelle qu'on a amnistié personne lorsque les Balkans se sont décomposés et lorsque la guerre de l'ex-Yougoslavie s'est terminée avec les accords de Dayton. Vous savez qu'ils ont tous fini en prison à Scheveningen, au nord de La Haye.